Salut et bienvenue dans nos hors-séries d'été de Ça tourne pas rond. Toute l'année, elle a répondu à vos questions. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Mardi, vous êtes psychologue et psychanalyste et pour accompagner la chaleur estivale, vous vous êtes dit que ce serait super qu'on passe un été avec les pervers. Allez hop, je ressors mon Larousse. 3 définitions cette fois pour le fétichisme qui nous intéresse aujourd'hui. La première, c'est l'ensemble des pratiques qui placent le fétiche au centre des croyances et des pratiques religieuses. La deuxième, le respect scrupuleux, l'admiration sans réserve pour quelque chose ou quelqu'un. Et la troisième, la déviation des pulsions sexuelles d'un sujet sur un objet érotique de substitution qui peut être aussi bien une partie déterminée du corps, cheveux, seins, fesses, qu'un objet, vêtement ou chaussure. Et je crois que c'est cette troisième définition qui va nous intéresser aujourd'hui. Oui Nina, aujourd'hui on va parler de fétichisme parce que ça va nous éclairer sur ce qu'est la perversion. Même si là on commence avec sa forme la plus drôle et la plus folklorique. Le fétichisme au fond c'est quoi ? C'est le fait d'ériger un trait, une caractéristique, un objet au rang de condition de jouissance. On va y aller un peu crûment. Là où certains se contentent de se lécher, de se baiser, de s'asticoter, d'autres vont avoir besoin d'une chose très particulière. D'ailleurs, comme l'écrit Freud, le substitut de l'objet sexuel est une partie du corps qui convient en général très mal à des buts sexuels, comme les pieds ou la chevelure. Il relève que ça peut être leur odeur qui conditionne le but sexuel ou encore que ce substitut peut aussi être un objet inanimé comme des chaussures ou de la lingerie ou encore un trait physique bien particulier. D'ailleurs, mardi, je crois qu'on voit pas mal de ces catégories remonter dans les favoris des utilisateurs de Pornhub. Oui, alors là, on pense direct à ces messieurs qui réclament des vidéos de pieds à des jeunes filles sur Internet, ou encore ceux prêts à dépenser des fortunes pour avoir des culottes portées 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Et je suis prête à parier que pour certains, le nombre de jours doit avoir un intérêt singulier. Et puis, dans des versions beaucoup plus graves et inquiétantes, on a les tueurs en série qui choisissent toujours le même profil de victime. Mardi, comment on devient fétichiste ? D'ailleurs, est-ce qu'on le devient ? Eh bien, selon Freud, et je ne vais pas être très surprenante, ça se passerait dans la petite enfance et le substitut de l'objet sexuel serait le pénis, mais pas n'importe lequel, celui que la mère n'a pas. À ce propos, Paul-Laurent Assoun, psychanalyste, écrit dans son ouvrage intitulé « L'angoisse », la perversion s'inaugure par l'effroi sceptique de la castration, refus primaire de l'angoisse, le pervers bouche le trou phallique de l'autre maternelle par un démenti actif et répétitif. Il s'épargne donc en principe l'angoisse du névrosé. L'angoisse est chez le pervers réprimée. Mardi, est-ce que vous pouvez nous traduire ça en langage un peu plus courant ? Bon, c'est vrai, Nina, une fois qu'on a dit ça, il faut peut-être clarifier un peu le propos. L'idée freudienne, c'est de dire qu'un jour ou l'autre, enfant, on découvre que la mère n'est pas toute, qu'il lui manque quelque chose. Et par effet mimétique, cela suppose pour l'enfant que lui-même est manquant ou qu'il pourrait le devenir, et c'est insupportable. Et en fait, Freud, avec le fétichisme, y va carrément. C'est l'idée pour un petit garçon de découvrir que sa mère n'a pas de pénis. Et donc, si sa mère n'en a pas, c'est peut-être qu'on le lui a retiré et qu'elle en avait un avant. De fait, ce petit garçon pourrait alors, lui aussi, perdre son pénis. Dans ce cas-là, l'enfant a vu que la mère n'a pas de pénis, mais il dénie cette vision et substitue au trou un objet. C'est ça le fétiche. C'est l'objet substitué au trou. Mais ce démenti, il a du mal à tenir. Pour qu'il tienne, il faut répéter l'action pour ne pas subir l'angoisse de reconnaître ce manque. Alors pour certains, ça va se jouer copieux, ça va être circonscrit, même si j'avoue, ça me ferait bizarre qu'un homme doive à chaque acte sexuel renifler mon pied pour jouir et s'éviter de trop penser à ma béance vaginale. Parce que ça sert à ça. En fait, le fétiche, ça détourne le regard de l'insupportable béance. Le fétichisme est un traitement de l'angoisse qui prend la forme d'une cérémonie rituelle. Le fétiche vient comme un objet sacré, voilant l'angoisse que génère le trou. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, avec une définition pareille, il est quasiment établi que le fétichisme ne touche que les hommes. C'est-à-dire que s'il y a fétichisme chez les femmes, il ne peut pas, avec cette définition, fonctionner de manière symétrique. Geneviève Morel, psychanalyste, écrit ceci.
En effet, d'un point de vue freudien, le fétichisme est fait pour protéger de la disparition d'un organe narcissiquement précieux. Or, la petite fille, plus lucidement proche du réel que le petit garçon, a reconnu très tôt qu'elle n'avait pas cet organe, donc elle n'a plus rien à perdre. Le ressort de la menace de castration perd de son efficacité chez elle. Cela n'empêche pas les femmes d'avoir des objets qui compensent, qui fonctionnent peut-être plus comme des prothèses que comme des fétiches. Des objets phalliques qui viennent masquer le manque. C'est très moderne en fait. Si on y réfléchit 2 secondes, l'essor des sextoys vient répondre à ça. Il y a peut-être là aussi un marché pour le fétichisme féminin qui trouve un certain plaisir à accessoiriser la sexualité. Mardi, est-ce qu'on serait pas un peu tous fétichistes d'une manière ou d'une autre ? Eh bien non, pas vraiment, mais je pense qu'il y a une confusion. En revanche, est-ce qu'on n'est pas tous plus ou moins enclins à avoir des déviances sexuelles ? Peut-être que c'est ça votre question, Nina, et ça, oui. Mais ce n'est pas forcément de l'ordre du fétichisme. J'en reviens à mes kinks dont je vous avais parlé dans le premier épisode. Les kinks, littéralement pratiques sexuelles tordues, mais dont l'objectif communautaire est une dépathologisation de ces pratiques. Donc on parle de bondage, de sadomasochisme, de jeu de rôle, de mise en scène. Et avec le terme kink, avec cet enjeu communautaire, l'idée c'est de normaliser tout cela, de créer une nouvelle morale autour de ces pratiques. D'ailleurs, une connaissance m'a déjà fait part de son envie de simuler une scène de viol où elle serait la personne violée. Le scénario serait écrit à l'avance, tout est cadré, et le but, selon elle, était de reprogrammer des affects traumatiques du vrai viol qu'elle a subi enfant. Alors, je n'ai pas d'avis tranché sur les bienfaits thérapeutiques de cette idée, mais on voit bien avec cet exemple que l'idée est de remettre du cadre, de la norme, sur une scène tout à fait hors la loi. Au fond, est-ce que tout ça, Mardi, ça remet pas un cadre sur la sexualité, cadre que Freud avait commencé à faire sauter ? Eh bien oui, je me dis simplement que ce milieu, le milieu kinky, est traversé de paradoxes, puisque ce sont souvent des personnes progressistes, donc sensibles aux discriminations, et dans le même temps, elles proposent de pouvoir jouir des scénarios qui bien souvent recréent toutes sortes de stéréotypes et de fétichisation de certaines catégories de personnes, mais sous le cadre d'une belle morale kinky. À ce propos, je me suis enquillé pas mal d'heures de vidéos là-dessus et en fait, ça cause beaucoup. J'imagine que ça baise aussi, mais ça cause énormément. Parce qu'au fond, ces personnes ne sont pas des pervers. Seulement, elles tentent d'utiliser leurs outils, notamment le contrat. Et dans le contrat, il y a cette froideur de la perversion. Les choses sont annoncées à l'avance, elles sont parfois hiérarchisées, elles coupent toute possibilité de contingence. On voit à quel point ça jugule l'angoisse, mais ça enlève aussi potentiellement toute excitation. Mardi, ça me fait penser au personnage principal de 50 nuances degrés qui propose à sa partenaire de signer un contrat pour entourer leur sexualité BDSM. Oui, et d'ailleurs, le problème là-dedans, c'est bien le contrat plus que la sexualité BDSM. D'ailleurs, l'héroïne de 50 nuances degrés va essayer par tous les moyens de casser ce contrat. C'est-à-dire qu'elle veut avoir un peu de spontanéité et un peu de contingence, là où pour lui, c'est très angoissant et il faut absolument tout hiérarchiser, signer, contre-signer. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, en répondant à ce contrat, on sait où on va mettre les pieds. Sale de préférence. Mais quand des névrosés s'essayent à ce genre de contrat, on peut imaginer toutes les clauses en petits caractères, alors que les conditions générales d'utilisation du pervers sont sans surprise, sans détour, tout est énoncé, même la mort. D'ailleurs, dans l'épisode 1, j'ai souligné le rapport de la perversion à la morale, mais il y a également un rapport entre perversion et droit. Par exemple, pour le marquis de Sade, grand pervers de renom, chacun doit faire ce qui lui plaît, la seule loi qui prévaut est celle de la jouissance. Ça me rappelle ce fait divers qu'il y avait eu en Allemagne et qui avait fait pas mal de bruit pour qui s'intéresse au droit et à la perversion. 2 hommes se rencontrent en ligne, l'un est cannibale, l'autre souhaite être mangé. Ils se voient en vrai et tout naturellement prennent un repas ensemble constitué du pénis de la victime consentante qui, repue de son propre pénis, fut tué et congelé par le cannibale.
Alors là, soit on est dans un ordre selon Sade, et au fond, qu'est-ce qui empêcherait un cannibale de boulotter son voisin si celui-ci est partant? Ou alors on suit un ordre social et on se dit que non, on ne tue pas les gens, même s'ils sont a priori d'accord. Ça vous dirait pas un petit hot dog mardi? Ça m'a ouvert l'appétit, ces histoires. Et sinon, on vous retrouve pour un prochain épisode sur la perversion des enfants. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.